Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. 3 jours de deuil national en Égypte. Hosni Moubarak est décédé. L'ancien président, un temps héros national, il a également joué un rôle de médiateur au Proche-Orient. Sa présidence a pris fin en 2011 dans le sillage des révolutions arabes. L'Organisation internationale de la francophonie suspend sa participation au processus électoral en Guinée en raison des divergences qui entourent le fichier électoral. On fera le point dans ce journal. La présidence camerounaise réagit aux déclarations du président français Emmanuel Macron. Elle parle de propos surprenants, réaction après que le président français ait dit son intention d'intervenir auprès du chef de l'État camerounais sur des questions de politique intérieure. Il a présidé l'Égypte de 1981 à 2011, 30 ans de pouvoir avant sa chute provoquée par un soulèvement populaire. L'ancien président Hosni Moubarak est mort ce mardi 25 février à l'âge de 91 ans. Ces dernières années, il les a passées en prison avant sa libération en 2013. Ibayako. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak s'est éteint ce mardi 24 février à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire du Caire. En 1981, celui qu'on surnommait Raïs arrive à la tête de l'Égypte. Il restera au pouvoir jusqu'en 2011, soit 3 décennies plus tard, avant d'être renversé à la faveur de la révolution du Nil, le soulèvement populaire de 2011 réprimé dans le sang. Jusqu'à sa chute, 2/3 des Égyptiens n'avaient connu que lui à la tête du pays. J'ai décidé de déléguer au vice-président les responsabilités du chef de l'État, conformément à la Constitution. Je sais très bien que l'Égypte surmontera cette crise et que sa volonté ne sera pas brisée. L'Égypte se remettra sur pied avec l'engagement et l'honnêteté de ses enfants, tous ses enfants, et se vengera de la ruse des comploteurs. Hosni Moubarak ne se destinait pourtant pas à une telle carrière. Avant d'accéder à la plus haute fonction de l'État égyptien, il envisageait plutôt de consacrer sa vie à l'armée. Diplômé de l'Académie de l'armée de l'air, il est nommé en 1972 commandant des forces aériennes égyptiennes. Après l'assassinat d'Anwar el-Sadat, il est élu à la présidence à 53 ans. Dès son entrée en fonction, Hosni Moubarak s'est donné comme objectif de redonner une voie diplomatique à l'Égypte. Je continuerai avec vous sur la voie de la transition vers un avenir meilleur pour l'Égypte en assumant la responsabilité et les fardeaux, tant qu'il y aura dans ma poitrine un cœur qui bat et que je respire. Néanmoins, le mécontentement grandissant de la population nourri des difficultés économiques et sociales endurées a débouché sur un mouvement de protestation qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak le 11 février 2011. Il a ensuite été emprisonné durant 6 ans, condamné à la perpétuité pour complicité et conspiration pour meurtre de manifestants. Il a été remis en liberté en mars 2017 lorsque les dernières charges ont été abandonnées contre lui. Une libération qui a mis un point final aux poursuites contre lui et au long feuilleton judiciaire qui l'avait contraint à passer l'essentiel de ses 6 années de détention dans l'hôpital militaire du Caire. À une semaine des élections législatives en Guinée et du très controversé référendum sur la Constitution, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a décidé de retirer son appui au processus électoral en cause l'absence de révision du fichier électoral qui comporte selon l'OIF de nombreuses anomalies. Aïssatou Bari. À moins d'une semaine de la tenue des consultations à haut risque, l'OIF désiste. L'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagnait le processus électoral en Guinée jusqu'à présent, a remis en cause le 24 février la régularité du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues le 1er mars. L'OIF a décidé de suspendre sa participation à ce processus électoral, un affront à la CENI et aux autorités guinéennes. Nous disons que c'est difficile de continuer à soutenir le processus électoral en Guinée au vu de la confusion qui l'entoure. C'est problématique qu'on ait encore plus de 2 millions d'électeurs pas identifiables ou décédés sur les listes. Les irrégularités dénoncées par l'OIF portent sur son audit effectué en 2018 avec les Nations Unies et l'Union européenne du fichier électoral guinéen datant de 2015, un audit qui dénombrait 2,49 millions d'électeurs dont la présence était irrégulière. Une purge était nécessaire selon l'organisation pour évincer les cas d'électeurs décédés
ou les doublons. L'OIF a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne validerait pas ces consultations en l'absence d'un consensus national trouvé sur le nombre d'électeurs. Mais ce qu'il faut dire, et ce qui est plus important, cette décision ne va jamais influer sur la marche du scrutin, parce qu'elle ne pourra jamais empêcher la tenue du scrutin du 1er mars. Et aujourd'hui, toute décision qui n'amènerait pas à arrêter ou à faire arrêter le processus en cours, c'est une décision qui n'a pas sa raison d'être et qui n'a pas de sens. La décision de l'OIF de se retirer du processus électoral guinéen réjouit l'opposition qui avait déjà annoncé le boycott des élections et qui voit dans ce désistement de l'OIF un soutien à ces contestations organisées depuis 4 mois. Des contestations pour protester contre une réforme constitutionnelle et contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un 4e mandat. Il est à noter qu'au début du mois de février, 7 commissaires, membres de la CENI, s'étaient retirés pour protester, selon eux, contre la gestion opaque du processus électoral. Le président camerounais est comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger. La réaction de la présidence camerounaise suite aux propos du chef de l'État français Emmanuel Macron qui, interpellé par un activiste camerounais au sujet de la situation au Cameroun, a déclaré son intention de mettre, je cite, la pression sur le président Paul Biya. Nelly Claude Bessa. Les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron au sujet de la situation sociopolitique au Cameroun continuent d'alimenter la polémique au sein de l'opinion publique. Après la sortie du gouvernement camerounais, c'est au tour de la présidence de la République de réagir. L'institution républicaine qui a exprimé à travers un communiqué sa profonde préoccupation au sujet du contenu de l'échange entre le président français et un activiste le 22 février 2020 à Paris, rejette fermement tant les allégations mensongères de l'activiste que les propos surprenants du président français Emmanuel Macron. Le président de la République est pleinement engagé dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission que Dieu Tout-Puissant et le peuple souverain lui ont confiée et n'a pas besoin pour ce faire de pression extérieure. Depuis la survenance de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il n'a ménagé aucun effort pour y trouver des solutions pacifiques. Ces efforts ont culminé avec la tenue du grand dialogue national dont les recommandations sont progressivement mises en œuvre. Dans ce même communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo a réitéré l'appel lancé le 10 septembre 2019 par le chef de l'État au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au Cameroun d'agir contre ces criminels et leur a demandé de se garder de se laisser instrumentaliser par leur propre propagande mensongère. On est là dans une perspective qui atteste que la France, en réalité, a maille à partir avec les dirigeants camerounais actuels et qu'elle n'a plus un autre moyen de s'exprimer que de se positionner derrière des activistes qui, au fond, n'ont aucune légitimité à parler, soit au nom du peuple camerounais, soit au nom du Cameroun. Au reste, les autorités camerounaises demandent à leurs concitoyens de garder leur calme, de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer, comme par le passé, à œuvrer au renforcement des liens d'amitié historiques qui existent entre le Cameroun et la France. Nouvelle impasse dans les pourparlers sur le conflit libyen. Les discussions avaient repris ce lundi en Suisse sous la supervision des Nations Unies qui disaient espérer un nouvel accord de cessez-le-feu. Mais le camp du Premier ministre Fayez al-Sarraj et celui de son adversaire, le général Khalifa Haftar, ont annoncé suspendre leur participation aux négociations. C'est un sujet de la rédaction. Les discussions pour un cessez-le-feu durable en Libye avaient pourtant repris ce lundi à Genève, des pourparlers sous l'égide de l'ONU. Mais peu après leur démarrage, les deux camps rivaux ont décidé de suspendre leur participation aux négociations. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre, Fayez al-Sarraj, dénonçait l'escalade militaire, prolongeant ainsi le chaos dans le pays. Pilonnage aveugle de quartiers, ciblage d'aéroports civils, d'hôpitaux, de personnel médical, d'ambulances, d'infrastructures. Les enfants ont perdu leur droit à l'éducation en raison des bombardements et à la fermeture des écoles à cause de l'attaquant et de ceux qui financent l'attaquant et lui fournissent des armes. Les deux parties conditionnent leur participation aux négociations. Et pour justifier leur retrait présenté comme étant une suspension, le Parlement de l'Est annonce qu'il ne participerait pas à la réunion parce que la mission de l'ONU
sur le sol libyen n'a pas validé la totalité de ses 13 représentants. De son côté, le Conseil d'État basé à Tripoli dit souhaiter attendre d'éventuels progrès au niveau des pourparlers militaires. Si la mission onusienne insiste pour organiser la réunion politique à la date prévue avant de connaître les conclusions du dialogue militaire, le Haut Conseil d'État ne se considère pas tenu par les conclusions du dialogue politique. Depuis le déclenchement de l'offensive par le général Khalifa Haftar en avril 2019, les combats ont fait au moins 1 millier de morts et 140 000 déplacés. À Genève, les pourparlers étaient censés aboutir à un nouveau projet d'accord de cessez-le-feu. L'agriculture en République du Congo est l'objet d'un forum qui avait lieu ce mardi 25 février à Amsterdam aux Pays-Bas. Cet événement, le Grow Congo Invest, est essentiellement orienté vers la question du financement du secteur agricole que le gouvernement congolais, qui fait face au défi de la diversification de l'économie, annonce vouloir développer. Reportage de nos envoyés spéciaux à Amsterdam, Corinne Camdem et Paul De Singwe. Le forum Grow Congo Invest in Agriculture s'est tenu ce mardi 25 février à Amsterdam aux Pays-Bas. Amsterdam, un choix judicieux pour le Congo qui souhaitait bénéficier de l'expertise hollandaise dans le domaine de l'agriculture. Cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs de ce secteur de se rencontrer et d'échanger sur les opportunités qu'offre le marché congolais. Le secteur agricole au Congo, c'est le seul secteur qui offre énormément d'exonérations, aussi bien sur les bénéfices que sur les taxes sur la valeur ajoutée, que sur les taxes liées au salaire. Et toutes ces dispositions, on les a exposées. Bien sûr, tout n'est pas parfait au Congo, mais en même temps, l'histoire aussi a montré, c'est quand c'est difficile que les gens gagnent de l'argent, et donc c'est pour ça que c'est peut-être le moment de venir au Congo, parce que quand tout sera parfait, je pense qu'il n'y aura plus de place pour tout le monde. Après le choc pétrolier en 2015-2016, l'économie hors pétrole a accusé une forte récession. Pour la République du Congo, qui souhaite retrouver le chemin vers l'émergence, la bonne gouvernance et l'autosuffisance alimentaire sont primordiales. L'autosuffisance alimentaire demande une transformation du secteur agricole pour réduire l'importation alimentaire qui coûte énormément à l'économie, qui vit déjà mal l'absence de devises. Nous sommes très satisfaits d'être venus ici à Amsterdam pour assister au forum. Et suite à cela, nous sommes très contents que le gouvernement congolais puisse nous accompagner. Et nous disons un grand merci aussi au président de la République, le fait d'avoir mis en œuvre des réformes dans le domaine agricole, que nous sommes satisfaits déjà des résultats. Nous produisons du riz plus précisément dans le Niari, à Louvakou. Donc nous avons déjà 29 000 hectares à Louvakou et nous souhaitons nous étendre jusqu'à 40 000 hectares, voire 50 000 hectares dans le département du Niari. La République du Congo dispose d'un potentiel agricole important avec des atouts certains, à savoir de riches ressources en eau, la disponibilité des terres fertiles, un climat ensoleillé ainsi qu'une main-d'œuvre jeune et abondante. Le Forum Grow Congo aura donc été l'occasion d'amorcer en quelque sorte la relance du secteur agricole et ainsi matérialiser cette recherche de diversification de l'économie nationale. Il redoute de faire faillite. Les négociants de cacao de Côte d'Ivoire tirent la sonnette d'alarme face à la concurrence des multinationales présentes sur le territoire. Transformateurs et exportateurs dénoncent les primes sur le cacao certifié durable dont seuls les grands groupes internationaux bénéficient jusqu'à nouvel ordre. Ange Bijou-Nomenio. Les négociants de cacao ivoirien tirent la sonnette d'alarme. Ils ont du mal à faire face à la concurrence des multinationales installées dans le pays. Selon le groupement des négociants ivoiriens, les grands chocolatiers signent des contrats de cacao certifiés seulement avec les grands groupes présents en Côte d'Ivoire. Les multinationales usent de leur poids financier. Puisque les négociants sont faibles, que peuvent-ils faire ? Donc, ils subissent généralement le diktat des multinationales qui sont vraiment incontournables. Mais là aussi, vous voyez, le problème vient des organisations de régulation qui a un devoir de réguler le secteur du café et cacao. Le nœud du problème vient du cacao certifié durable. Ce label de production introduit par le régulateur indique que le kilo de fèves pourrait se vendre à un prix supérieur à 825 francs CFA.
Mais la prime des exportateurs locaux se trouve être largement en dessous de la prime des multinationales. C'est qu'il faut revoir le système de régulation même au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Il faut donner la parole, il faut donner la force et le pouvoir aux producteurs eux-mêmes à travers les structures qu'on appelle l'interprofession. Et qu'ils aillent discuter, parce que là, ils ont des moyens de pression. Si vous ne voulez pas, nous, on ne produit pas. Nous, on ne vend pas. Et sans que les producteurs ne vendent pas, les multinationales n'ont rien. La marginalisation des exportateurs locaux dure depuis 2017. Le régulateur national de la filière et le Conseil Café-Cacao n'ont pas encore réagi à cette situation. La production de la fève, elle, continue de progresser pour atteindre 2,2 millions de tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.